Salut à tous, bienvenue sur l'expédition interdite. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une histoire qui traverse les époques, une saga de gloire, de douleur, de lutte et de résilience. Une histoire qui reste gravée dans nos mémoires, même des décennies plus tard. Certains visages ne s'effacent jamais, certains noms résonnent comme des légendes. Parmi eux, celui de Michel Mercier, l'actrice qui a incarné Angélique, la marquise des anges, cette héroïne passionnée, indomptable, qui a envoûté des générations entières. Mais derrière les crinolines, les regards captivants et les scènes d'amour épiques, se cache une femme bien plus complexe qu'un personnage de cinéma. À 86 ans, Michel Mercier a choisi de briser le silence, de livrer sa vérité, une vérité calme, réfléchie, mais d'une puissance rare. Dans cette vidéo, nous allons explorer les coulisses d'une vie extraordinaire, une enfance sous le poids des attentes, une carrière marquée par un rôle iconique mais étouffant, des amours tumultueux, des trahisons déchirantes, et une résilience qui inspire encore aujourd'hui. Michel Mercier, ce n'est pas seulement Angélique. C'est une femme qui a défié les conventions, qui a tenu tête à une industrie impitoyable, et qui, même dans l'ombre, continue de briller. Imaginez une jeune fille de Nice, grandissant dans une famille où chaque pas est calculé, où l'avenir est tracé dans les laboratoires pharmaceutiques, mais qui rêve de danser, de s'exprimer, de vivre libre. Imaginez une actrice propulsée au sommet de la gloire, mais enfermée dans un rôle qui devient une cage dorée. Imaginez une femme qui aime passionnément, mais dont le cœur est brisé encore et encore. C'est l'histoire de Michel Mercier, une histoire qui nous rappelle que la gloire a un prix, mais que la dignité est une victoire. Alors, préparez-vous, prenez un café ou un thé, et embarquez avec moi dans ce voyage à travers la vie de celle qui fut à la fois bénie et maudite par la gloire. N'oubliez pas, laissez un like si vous êtes prêt à découvrir la vérité derrière la légende, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. En commentaire, partagez ce que le nom de Michel Mercier évoque pour vous. C'est parti. Une enfance sous pression. Le 1er janvier 1939, sous le soleil éclatant de Nice, une petite fille nommée Jocelyne Yvonne Renée Mercier voit le jour. Fille aînée d'un pharmacien prospère et d'une mère italienne, Jocelyne grandit dans un univers de privilèges, mais aussi de contraintes. Sa famille, à la tête de laboratoires pharmaceutiques et cosmétiques, incarne l'idéal de la bourgeoisie niçoise, un monde de tradition, de science et d'attentes rigides. En tant qu'aînée, sans frère pour reprendre l'entreprise familiale, Jocelyne est destinée à suivre les traces de son père, à plonger dans un avenir fait de formules chimiques, de bilans financiers et de respectabilité sociale. Mais dès son plus jeune âge, Jocelyne ressent une dissonance profonde. Les laboratoires, avec leurs fioles et leurs calculs, ne la font pas rêver. Ce qui l'anime, c'est le mouvement, le rythme, l'expression pure du corps. À seulement 8 ans, elle persuade ses parents de l'inscrire à l'école de ballet de l'Opéra de Nice, devenant l'un des plus jeunes « petits rats » de la compagnie. Le studio de danse devient son refuge, un espace où la discipline sévère, les heures d'entraînement interminables et les pieds meurtris ne sont pas une punition, mais une liberté. Chaque pirouette, chaque saut, chaque note de musique la rapproche d'un rêve qu'elle ne peut nommer, seulement ressentir. Pour Jocelyne, la danse n'est pas une activité, c'est une façon d'exister, une manière de dire au monde qui elle est, sans mots, sans chaîne. Pourtant, ce rêve n'est pas partagé par sa famille. Son père, un homme pragmatique, voit la danse comme une lubie d'enfant, une distraction charmante qui s'éteindra avec le temps. Sa mère, plus sévère encore, considère cette passion comme une menace à la respectabilité familiale. Dans une interview des années plus tard, Michel confiera que sa mère associait la danse à une voie de débauche, indigne d'une femme de leur milieu social. Cette tension entre les aspirations de Jocelyne et les attentes de sa famille devient un conflit permanent. À la maison, les repas sont souvent silencieux, lourds de reproches implicites. Son père, bien qu'aimant, insiste pour qu'elle se prépare à reprendre l'entreprise familiale. Sa mère, inflexible, lui rappelle que la danse ne mène à rien de sérieux. Mais Jocelyne ne plie pas. À l'adolescence, son talent devient indéniable. Sur scène, elle illumine les planches avec une grâce et une intensité rares pour son âge. Les professeurs de l'Opéra de Nice louent sa discipline, sa légèreté, sa capacité à transmettre des émotions à travers chaque mouvement. Pourtant, chaque applaudissement, chaque bouquet de fleurs reçu après une représentation est un rappel amer du fossé qui la sépare de sa famille. Son père, bien qu'il assiste parfois à ses spectacles, reste convaincu que cette passion n'est qu'une phase. Sa mère, elle, refuse même de venir la voir danser. À 17 ans, Jocelyne prend une décision qui va changer sa vie. Dans un acte de courage remarquable pour une jeune fille des années 50,
Elle quitte Nice pour Paris, déterminée à tracer sa propre voie. Ce départ est un défi audacieux, quitter le confort de la Côte d'Azur, défier les attentes familiales, et plonger dans l'inconnu d'une ville immense et impitoyable. À Paris, elle rejoint les prestigieux ballets de Roland Petit, une compagnie réputée pour son exigence et sa créativité. Puis, elle intègre les ballets de la Tour Eiffel, où elle se frotte à une compétition féroce. Chaque jour est une épreuve. Les répétitions sont épuisantes, les rivalités entre danseuses sont incessantes, et la vie d'une ballerine est loin du glamour que le public imagine. Pourtant, Jocelyne s'épanouit dans cet univers. Elle trouve dans la danse une forme de vérité, une liberté qu'elle n'a jamais connue dans les murs rigides de sa maison familiale. Son talent l'amène jusqu'au théâtre des Champs-Élysées, où elle performe dans Gosses de Paris, une chorégraphie de Pierre Lacotte sur une musique de Charles Aznavour. Ce moment aurait dû être l'apogée de sa carrière de danseuse, un tremplin vers la gloire. Le public est conquis, les critiques saluent sa présence scénique, et Jocelyne commence à rêver d'un avenir comme étoile. Mais le destin, cruel, en décide autrement. La compagnie fait faillite pour des raisons financières, et en un instant, son rêve s'effondre. Les costumes sont rangés, les projecteurs s'éteignent, et Jocelyne se retrouve face à un vide qu'elle n'avait pas anticipé. Imaginez la douleur. À 17 ans, vous avez tout sacrifié pour un rêve où le confort, l'approbation de votre famille, une vie stable et du jour au lendemain, tout disparaît. Que faites-vous? Pour Jocelyne, la réponse est claire, elle ne baisse pas les bras. Elle décide de se réinventer, de trouver une nouvelle voie pour exprimer sa passion. Ce n'est pas la fin, mais le début d'un nouveau chapitre. La naissance de Michel Mercier. Dévastée par l'effondrement de son rêve de danseuse, Jocelyne ne se laisse pas abattre. Elle se tourne vers l'art dramatique, s'inscrivant à des cours avec Solange Sicard, une professeure renommée qui voit en elle un potentiel brut. Pour élargir ses horizons, elle passe un temps à Londres où elle perfectionne son anglais et découvre le théâtre shakespearien. Ces années de formation sont intenses. Jocelyne apprend à maîtriser sa voix, à occuper l'espace, à transmettre des émotions complexes. Elle n'est plus seulement une danseuse, elle devient une artiste complète, prête à conquérir un nouveau monde. C'est à son retour à Nice, pendant les vacances de Noël 1956, que le destin intervient à nouveau. Lors d'une réunion familiale, apparemment banale, elle rencontre le réalisateur Denis de la Patellière et le scénariste Michel Audiard. Ils travaillent sur leur prochain film, Retour de Manivelle, avec les légendaires Michel Morgan et Daniel Gélin. Ils cherchent une actrice pour un petit rôle clé, celui de Jeanne, une femme de chambre. Audiard, connu pour son flair, repère immédiatement quelque chose en Jocelyne, une présence, une intensité, une beauté naturelle qui crève l'écran. Au départ, Jocelyne refuse l'offre. Elle est danseuse, insiste-t-elle, pas actrice. Le cinéma, avec ses caméras et ses projecteurs, lui semble étranger, presque intimidant. Mais son père, dans un mélange d'amusement et d'ironie, la pousse à tenter l'expérience. Il lui dit qu'au moins, elle aura été vue une fois à l'écran. À contre-cœur, elle accepte de passer les auditions. Les producteurs sont immédiatement conquis par son charisme, mais ils jugent son prénom, Jocelyne, trop démodé pour une affiche de cinéma. Ils lui demandent d'en choisir un autre. Elle opte pour Michel, un hommage poignant à sa petite sœur, décédée du typhus à l'âge de 5 ans. Ce choix est aussi un clin d'œil à Michel Morgan, la star du film. Ainsi naît Michel Mercier, un nom qui va bientôt résonner à travers le monde. Le rôle de Jeanne dans Retour de Manivelle est modeste, mais il marque le début d'une carrière fulgurante. Remarqué par le réalisateur Léonide Mogui, Michel décroche un rôle principal dans Donnez-moi ma chance en 1958. Puis, elle enchaîne avec des projets prestigieux, Tiré sur le pianiste de François Truffaut, où elle incarne une prostituée aux côtés de Charles Aznavour, et La brune que voilà de Robert Lamoureux. À seulement 21 ans, elle travaille avec les plus grands noms du cinéma français, italien et même hollywoodien. En Italie, elle devient une véritable star, tournant dans des films comme Les Mille et une nuits de Mario Bava et Les monstres de Dino Risi. Son charme magnétique, sa présence à l'écran, et sa polyvalence où elle parle couramment français, italien et anglais la propulsent au sommet. Mais malgré ses succès, Michel sent qu'il lui manque quelque chose, un rôle qui la définira, qui fera d'elle une légende. Ce rôle arrive en 1963, lorsque les producteurs Francis Cone et Bernard Borderie lancent la recherche d'une actrice pour incarner Angélique, l'héroïne des romans à succès d'Anne et Serge Golon. Le rôle est convoité par les plus grandes stars de l'époque. Brigitte Bardot le refuse, jugeant le personnage trop romantique. Catherine Deneuve est écartée, considérée comme trop pâle. Jane Fonda, bien que talentueuse,
parle français avec un accent américain. Marina Vladi est à 2 doigts de signer, mais se désiste. Puis, alors que Michel tourne en Italie avec Vittorio Gassman et Ugo Tognazzi, elle est invitée à passer les auditions. Le processus est impitoyable. Des dizaines d'essais à la caméra, des exercices dramatiques, des essayages de costumes. Michel voit en Angélique une partie d'elle-même, une femme passionnée, libre, prête à défier les conventions pour suivre son cœur. Mais la pression est immense. À un moment, épuisée par les exigences des producteurs, elle s'emporte et quitte le plateau, convaincue d'avoir ruiné ses chances. Pourtant, le lendemain, elle reçoit l'appel qui va changer sa vie. Elle est choisie pour incarner Angélique. En 1964, Angélique, Marquise des Anges sort en salle et devient un phénomène culturel. Angélique, la bénédiction et la malédiction. En 1964, Angélique, Marquise des Anges envahit les écrans et captive le public. L'héroïne rousse, courageuse, amoureuse de Geoffrey de Perrac, incarnée par Robert Hossein, devient une icône instantanée. Les femmes veulent lui ressembler, avec ses crinolines somptueuses et son audace. Les hommes tombent sous son charme. Les médias sont fascinés par cette héroïne qui allie beauté, intelligence et détermination. Le succès est colossal. 5 films suivent entre 1964 et 1968, Merveilleuse Angélique, Angélique et le roi, Indomptable Angélique, Angélique et le sultan, et Michel Mercier devient une star mondiale, rivalisant avec Brigitte Bardot en popularité. Mais ce triomphe a un revers. Angélique devient une ombre écrasante, un moule dont Michel ne peut s'échapper. Les producteurs ne la voient plus que comme la Marquise des Anges, et les offres pour d'autres rôles se raréfient. Elle tente de diversifier sa carrière, jouant avec des légendes comme Jean Gabin dans Le Tonnerre de Dieu ou Charles Bronson dans Les Baroudeurs. Elle tourne même à Hollywood, dans le plus grand cirque du monde avec John Wayne. Mais aucun de ses rôles n'atteint la notoriété d'Angélique. Pire, elle se heurte à l'indifférence des producteurs. Elle demande des scénarios mieux écrits, des dialogues plus fidèles à l'époque historique. Elle s'indigne qu'on parle de « kilomètres » dans une saga se déroulant au XVIIe siècle. Elle réclame aussi une rémunération équitable, 50 000 francs par film, une somme dérisoire pour une star de son envergure. Mais ces demandes sont ignorées, voire moquées. Épuisée par des scripts médiocres et un rôle qui l'étouffe, Michel prend une décision radicale. Elle refuse de tourner les 6e et 7e volets prévus de la saga. Elle dira des années plus tard, elle a tout fait pour échapper à Angélique, mais elle la rattrapait toujours. Ce rôle, qui l'a propulsée au sommet, devient une cage dorée, limitant sa liberté artistique et la réduisant à une image figée. Mais Michel Mercier n'est pas seulement une actrice prisonnière d'un rôle. C'est une femme qui refuse de se plier aux règles oppressantes de l'industrie cinématographique des années 60. À une époque où les actrices doivent sourire, se soumettre et se taire, elle ose dire non. Elle dénonce les avances inappropriées, les pressions pour obtenir des rôles et les attentes tacites d'obéissance. Dans une interview percutante, elle confie « Elle pourrait donner une liste de noms d'hommes qui ont essayé de la manipuler, de négocier des rôles avec leurs mains. Mais elle ne les a jamais laissés faire. » En Italie, où elle est une star adulée, un magnate du cinéma lui fait des avances lors d'une négociation. Sa réponse est cinglante, elle lui crache au visage. La conséquence est immédiate, un an sans proposition de film en Italie, une mise sur liste noire pour avoir osé se défendre. À Paris, un producteur tente la même chose. Michel riposte avec un coup de pied bien placé. Il n'a jamais recommencé, se souvient-elle avec un sourire en coin. Mais chaque acte de rébellion a un prix. On la qualifie de difficile, d'instable, d'ingrate, des étiquettes discrètes mais efficaces pour lui fermer les portes dans une industrie qui valorise l'obéissance plus que le talent. Qu'en pensez-vous? Auriez-vous eu le courage de dire non dans un monde aussi impitoyable? Auriez-vous tenu tête à des producteurs puissants, au risque de tout perdre? Partagez vos réflexions en commentaire, et dites-nous si vous pensez que Michel a fait le bon choix. Amour, trahison et résilience. Derrière la star glamour d'Angélique, il y a une femme en quête d'amour, mais dont la vie personnelle est marquée par des chagrins profonds. Son premier grand amour est Gianni Esposito, un chanteur et poète à l'âme mystique. Leur connexion est intense, presque spirituelle. Elle est si profonde que Michel refuse une proposition de mariage du Shah d'Iran, fraîchement divorcé de Soraya Esfandiari. Lors d'un dîner privé à Rome, il lui offre une rivière de diamants, mais elle répond avec une grâce ferme, elle ne peut imaginer un mariage sans amour. En 1961, elle épouse André Smag, un assistant réalisateur rencontré sur le tournage de Les Nuits de Lucrèce Borgia.
Leur mariage, célébré dans le village artistique de Saint-Paul-de-Vence, semble un conte de fées. Mais il s'effondre sous le poids de l'alcoolisme de Smag et de ses crises psychiatriques, qui le conduisent à des internements répétés. Le divorce, compliqué par les lois françaises de l'époque, devient une bataille juridique coûteuse, tant financièrement qu'émotionnellement. Michel en sort épuisé, mais libre. En 1976, elle épouse Claude Bourriot, un ancien pilote automobile devenu conseiller politique sous la présidence intérimaire d'Alain Poher. Le couple s'installe à Hollywood, où Michel espère relancer sa carrière, non plus comme actrice, mais comme productrice. Mais Hollywood se montre impitoyable. Malgré sa notoriété en Europe, les portes restent closes. Leur mariage s'effrite et en 1979, Michel divorce à nouveau. Puis vient un homme d'affaires suisse, à Genève. Pour la première fois, elle goûte à une vie de famille stable, élevant ses 2 fils comme les siens. Mais le destin frappe encore, il meurt d'un cancer, la laissant sans rien, car il n'était pas marié. En 1996, une nouvelle épreuve l'attend. Lors d'un événement mondain, Michel rencontre René Leport, un homme charismatique de 20 ans son cadet. Il lui propose de fonder une maison d'édition à Cannes pour publier ses mémoires et celles de ses amis célèbres. Séduite par l'idée, elle investit tout, son argent, son énergie, ses espoirs. Mais Leport est un escroc. Il falsifie sa signature, détourne 400 000 € et s'enfuit au Vietnam, où il fonde une nouvelle entreprise sous une fausse identité. En 1999, Michel confesse, elle est ruinée. Elle doit vendre ses tableaux, ses meubles, ses bijoux, et même les costumes d'Angélique qui représentaient une partie de son histoire. Leport est condamné en 2008 à 18 mois de prison et 150 000 € d'amende, mais Michel ne récupère rien. Imaginez perdre tout ce que vous avez construit, non pas à cause d'un échec, mais à cause d'une trahison. Pourtant, Michel refuse de laisser l'amertume la consumer. Elle n'a jamais eu d'enfant biologique, mais elle a aimé et élevé 6 garçons, les fils de ses anciens compagnons. Même eux, dit-elle, ont disparu de sa vie, comme leur père. Mais à travers chaque déception, chaque perte, elle a continué d'avancer, le cœur ouvert, la tête haute. Une résolution paisible. Dans ces dernières années, Michel Mercier vit dans un appartement lumineux surplombant la mer, à Cannes. Ce refuge, baigné de soleil et entouré de fleurs, pourrait sembler un havre de paix. Mais la vie ne l'épargnait pas. En 2016, elle annonce être atteinte d'un mélanome, un cancer de la peau agressif. Les traitements sont épuisants, la laissant physiquement affaiblie. Puis, une série de chutes domestiques entraîne des fractures des 2 pieds, la clouant au lit pendant des mois. Elle doit se séparer de son bichon adoré, qu'elle considérait comme son fils. C'était comme m'arracher une partie de l'âme, dira-t-elle, les larmes aux yeux. Puis, sa seule sœur décède, accentuant sa solitude. En 2023, elle révèle que le cancer est revenu, l'obligeant à vivre dans l'ombre, loin du soleil qui a jadis illuminé sa vie. Elle décrit cette période avec une poésie douloureuse, elle se sent comme un animal sauvage, caché de la lumière. Pourtant, même dans cette solitude, Michel ne sombre pas dans le désespoir. Certains pleurent face à de telles épreuves, elle, non. Elle se dit simplement, « Maintenant, je fais ce que je veux ». Sa force de caractère, endurcie par des décennies de trahison, de rejet et de renaissance, reste intacte. L'industrie l'a peut-être oubliée, mais le public, lui, ne l'a jamais abandonnée. La ville de Cannes baptise un jardin de 6500 m² en son honneur. Des fans de toute l'Europe lui envoient des lettres, des photos, des souvenirs. Brigitte Bardot, longtemps perçue comme sa rivale, lui adresse des mots tendres. Le prince de Monaco prend de ses nouvelles, lui confiant que sa mère, la princesse Grèce, adorait Angélique. En 2023, Michel est élevé au grade de chevalier de la Légion d'honneur, une reconnaissance tardive mais méritée de son talent et de sa résilience. Aujourd'hui, Michel a fait la paix avec Angélique. Elle est Angélique, et Angélique, c'est elle, dit-elle. Elle a cessé de lui échapper. Ce n'est pas une reddition, mais une réappropriation de son héritage. Elle ne fuit plus le personnage qui l'a rendu célèbre, mais l'embrasse comme une partie intégrante de son histoire. Quelles leçons tirer de son parcours? Que la gloire peut être une cage, mais que la dignité est une liberté. Que dire non, même au prix de tout, est parfois la plus belle victoire. Quelle partie de l'histoire de Michel vous a le plus touché? Son courage face à l'industrie, ses amours tumultueux, ou sa résilience face à la maladie? Partagez cette vidéo avec ceux qui aiment les histoires vraies, celles qui inspirent. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, et d'activer la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.
Merci d'avoir regardé, et à très bientôt pour une nouvelle plongée dans les coulisses des légendes.